Hey! Hey! Micro-canap! Bienvenue à toi dans l'émission Micro-canap. Alors l'émission d'aujourd'hui est la suite de celle de la semaine dernière, donc si tu ne l'as pas écoutée, je t'invite à le faire. Et si tu l'as déjà fait, bah écoute, je te laisse tout de suite dans le vif du sujet, je te retrouve tout à l'heure. On n'a pas le non-verbal en fait avec les applications. Donc c'est beaucoup plus facile de mentir en fait. Est-ce que ça peut exacerber à ce point-là les personnes qui tendent vers le mensonge? Est-ce que ça peut leur permettre de pratiquer en fait leur manière de mentir? Moi, c'est la question que je me pose. On peut faire tellement de rendez-vous et on peut essayer. Je pense que pour ces personnes-là, c'est un terrain de jeu. Hein. Voilà, donc pour les personnes qui ne sont pas dans cette démarche-là, l'enjeu, c'est de les éviter, quoi. L'autre question, et on t'en parlait il y a peu de temps, Angéline, c'est que sur les applications de rencontres, une femme sur deux a déjà subi des avances insistantes de la part de quelqu'un, ainsi que des photos ou des propos obscènes à connotation sexuelle. Et un tiers des hommes et des femmes y ont déjà subi des remarques désobligeantes sur leur silhouette et leur apparence physique. Est-ce que finalement, derrière les écrans, on retrouve les mêmes problématiques sociétales, c'est-à-dire harcèlement sexuel, sexisme, body shaming, que l'on trouve aussi dans le monde physique? Bah oui, amplifié. Amplifié, donc ce serait pas l'inverse, ce serait pas amoindri? Je crois pas. La haine sur Internet, elle est quand même beaucoup plus importante que dans les relations réelles. Dans les relations réelles, en tout cas, moi, ce que je constate, et c'est pour ça que voilà, j'ai beaucoup réfléchi sur ces questions, c'est une augmentation de l'agressivité dans les rapports humains. Hein. Mais sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est pas de l'agressivité, c'est de la haine. Donc c'est amplifié. Les outils techniques, c'est ce qu'on en fait. Hein. Donc le fait de se sentir à l'abri, le fait que ce soit facile, le fait des pseudos, le fait que voilà, on n'a pas vraiment à répondre en réel à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, bah, ça permet de lâcher la bride complètement pour ces personnes-là qui sont dans ce type de rapport. Mais pour autant, avec Internet, là par exemple, si quelqu'un est désobligeant, je peux supprimer le match et ça partira. Mais c'est pas pour autant que je vais être moins blessée, moins touchée. Oui, être moins touchée, hein, c'est selon que voilà, on est capable de faire la part des choses et de se dire non mais là c'est lui qui dysfonctionne, quoi. Voilà, ça n'a rien à voir avec moi. Ce qu'il dit de moi, ça n'est pas moi. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut être dans une bonne phase de sa vie, être en pleine confiance de soi et avoir conscience que c'est pas normal d'être face à ce type de comportement. Voilà, si on a une phase de notre vie où on était dans le miroir, faut en être sorti, quoi. Mais c'est l'affaire des fois de toute une vie, hein. Parce qu'on peut y avoir été conditionné. Au moment de la construction de soi, avec les parents. Au moment de la construction de soi, et puis par un conditionnement social, parce que la société de l'image dans laquelle on vit, elle pousse à ça aussi, elle pousse dans le miroir. Vous pouvez expliquer un peu plus cette analyse que vous faites là? De la société? Oui, et qui pousse dans le miroir. Eh bien, la société agit comme un parent, en fait, qui survalorise l'image de son enfant au détriment de son enfant réel. Eh bien, la société, elle survalorise le conformisme, des comportements, elle nous pousse à nous conformer à des normes qui permettent de mieux gérer les populations, de mieux les contrôler. Donc, on est poussé à respecter des normes au détriment de ce qu'on est réellement. Et l'image, la société de l'image renforce encore ça. Parce que maintenant, il faut paraître comme les autres, quoi. Selon Statista, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est un site d'études, près de 30% des hommes de 25 à 34 ans ont déjà ressenti une dépendance aux applications de rencontres. Les plateformes de rencontres, en fait, elles se présentent souvent comme un jeu, le fait de swiper à droite, à gauche, etc. Et ça, en fait, ça s'inspire volontairement d'expériences du psychologue américain, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Burrus Frederick Skinner. Alors Burrus ou Burrus, je ne sais pas.
En fait, ce swipe, il créerait une addiction parce que l'utilisateur ne sait jamais sur quelle photo il va tomber après le prochain swipe. Et de la même façon qu'on ne sait pas si on va gagner à la prochaine partie de machine à sous, par exemple. Finalement, ça à toujours vouloir chercher et espérer tomber sur quelqu'un de parfait ou de mieux, est-ce qu'on perdrait en qualité d'échange et en qualité de rencontre et en possibilité de rencontre? Oui. Oui, parce qu'on n'est plus capable d'apprécier une personne pour ce qu'elle est et d'accepter surtout qu'elle ne réponde pas à nos désirs. Comment dire? Le fait de chercher à être comblé dans l'absolu, c'est un trou sans fond et c'est un leurre. Ça n'existe que dans l'imaginaire. Et cette notion de dépendance au swipe, le fait d'être un peu... Donc, on entend de plus en plus parler de Tinder, c'est comme être au marché, on cherche absolument, on cherche quelque chose de bien précis et on continue de swiper jusqu'à ce qu'on trouve, mais finalement, même quand on trouve, il n'y a rien, parce qu'on continue de chercher. Parce que ce qu'on cherche, on ne le trouvera jamais, tout simplement. Mais ça, c'est la même chose dans la vie réelle. Il y a des personnes, elles sont tout le temps dans penser qu'elles seraient mieux ailleurs. Et ça, c'est encore un effet du miroir, penser qu'elles seraient plus heureuses ailleurs. Parce qu'on se voit là où on n'est pas et c'est le support de l'imaginaire. Donc on peut, et l'imaginaire, il faut s'en méfier comme de la peste, c'est ce que je dis à mes patients, parce que il peut être 1000 fois mieux ou 1000 fois pire que la réalité. Mais il n'est jamais comme le réel, pardon. Il n'est jamais comme le réel. Donc la personne, elle se voit ailleurs et elle s'imagine qu'elle va être plus heureuse ailleurs, qu'elle va être comblée dans l'absolu. Ça, ce n'est que de l'imaginaire avec un I majuscule. Et elle court après quelque chose et dès qu'elle l'a, très vite, le réel lui montre que c'est pas tout à fait ce qu'elle avait espéré. Et donc, elle va aller courir après un autre leurre. Et il y a des personnes comme ça qui changent sans arrêt de travail, de ville, de maison, de conjoint ou de conjointe, parce que tout le temps, quand elles sont dans une relation réelle, ça ne les comble pas dans l'absolu et ça ne peut pas de toute façon. Donc là, il y a un véritable deuil à faire de ça. On parlait d'exacerbation tout à l'heure, mais finalement, les applications de rencontre auraient pu exacerber ce côté « je recherche, est-ce que j'y a pas mieux ailleurs ?» Est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs en fait. Oui, et ça peut provoquer effectivement des addictions à toujours continuer à chercher. En parlant de ça, selon l'INSEE, donc là ça va être des chiffres, mais c'est pour apporter un point bien précis, la part des jeunes vivant en couple, elle a été divisée par 2 depuis les années 70. C'est-à-dire qu'en 75, 54% des femmes âgées de 20 à 24 ans habitaient en ménage. En 2019, donc 40 ans plus tard, seuls 25% des femmes du même âge habitaient en ménage. On passe de 54 à 25. C'est énorme, c'est une énorme baisse. Est-ce que ce serait juste l'évolution de notre société, de notre rapport au couple? Ou est-ce que c'est peut-être avec l'avènement des réseaux sociaux, des applications de rencontres, où justement on est constamment dans cette peur de « et s'il y a mieux ailleurs ?» Ça, je ne sais pas. Où sont les autres? Alors, elles sont chez leurs parents, elles sont en colocation C'est ça, colocation, étudiants, etc. Mais selon Sylvie Leminet, ou Leminez, je ne sais pas comment on prononce son nom, c'est une responsable de l'unité des études démographiques et sociales de l'INSEE. Ce phénomène pourrait être suivi d'un rattrapage une fois la trentaine passée, comme cela a été le cas pour les générations nées dans les années 80. Mais pour autant, les personnes nées en 1993 qui ont aujourd'hui 30 ans n'ont pas l'air de prendre ce chemin-là. Donc elles sont célibataires et vivent seules. Donc elles sont au travail. Ça serait intéressant de faire une petite enquête pour les interroger de pourquoi elles préfèrent rester seules. Toi, tu as des amis peut-être, Angéline, qui n'ont pas envie d'être en couple ou qui galèrent? Moi, j'aurais plus dit que c'était la société de maintenant. Parce que moi, par exemple, j'ai la vingtaine et je suis, je pense, la seule de mes amies qui veut me mettre en couple tôt, qui veut avoir des enfants tôt, me marier tôt et construire tout ça tôt. Alors que ce soit homme ou femme dans mes amis, tous me disent qu'ils veulent profiter. Il y a vraiment cette notion qui n'était pas là avant, je pense, de l'âge de nos parents, de si j'ai des enfants, si je me mets en couple et que j'emménage avec la personne, je ne profiterai pas.
comme eux, ils le pensent. Et donc, j'ai vraiment envie de profiter avant de pouvoir avoir cette vie où, en fait, eux, ils penseraient que être en couple, être en ménage et avoir des enfants, c'est vraiment cette notion d'habitude et de ça va pas me plaire et je vais pas être heureux ou je vais pas m'amuser. Moi, je pense qu'on est vraiment plus là-dedans. Moi, je fais vraiment partie de cette... moi, en tout cas, par rapport à mes amis qui ont le même âge, je fonctionne comme les personnes qui sont plus âgées que moi, ou cette notion où j'ai envie de me poser tôt et pas eux. Et t'es née en quelle année déjà ? En 2002. Moi, je suis de 94 et j'ai un peu le même... Dans mon entourage, c'est un peu pareil. Les gens veulent profiter, s'amuser, voyager, faire la fête, rencontrer du monde. Même si j'ai quand même des amis qui commencent à avoir des bébés, etc. Et il y en a quand même qui sont pacsés ou qui sont propriétaires pour certains. Donc ça y est, on approche de la trentaine. Je rigole bien sûr parce que c'est pas ça avoir la trentaine. Hein, mais c'est vrai que j'ai quand même une majorité d'amis qui sont pas en couple et qui continuent à chercher, ou pas d'ailleurs, mais plutôt à chercher ou pas, à s'amuser. Parce qu'apparemment, oui. Ouais, mais c'est le mot qui ressort le plus quand tu demandes à une personne mais pourquoi tu veux pas te mettre en couple maintenant ? Parce que j'ai envie de profiter, j'ai envie de m'amuser, alors que pour moi, être en couple et avoir des enfants et se marier, c'est aussi une notion de profiter, mais j'ai vraiment l'impression qu'on n'a plus la même de nos jours. Et qu'il y a vraiment cette notion de si je suis en couple, je profiterai pas, ou je profiterai moins. Et je trouve ça vraiment fou de voir en quelques années ce qui a pu se passer. Donc moi, je pense pas que ce soit lié aux sites de rencontres, parce que, en tout cas, toutes les personnes dans mon entourage l'ont pas lié à ça, mais c'est vraiment dû à la société de... si une personne te dit moi j'en ai profité, j'ai envie d'aller faire des fêtes, si toi tu dis non, moi j'ai un enfant, je dois rentrer à la maison parce que je dois m'en occuper, t'es nul, tu t'amuseras pas. Et c'est vraiment cette notion de jugement, d'être jugé par les autres parce que je ne m'amuse pas comme eux ils le voudraient. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jugement, je trouve, de plus en plus. De plus en plus, c'est tout de suite toi t'es pas fun parce que tu sors pas, non je traîne pas avec toi parce que tu voyages pas. Mais en fait c'est pas parce que je voyage pas et que j'ai pas que j'envisage pas le plaisir de la même manière que toi qu'on peut pas s'entendre sur d'autres sujets. Je sais pas ce que vous en pensez, Anne, d'ailleurs. De cette notion de profiter, comment dire, c'est... Il y a 1000 façons de profiter de la vie, quoi. Hein. Mais là, il y a une espèce d'hégémonie, apparemment, de prise de pouvoir qui dirait que profiter de la vie, c'est aller sortir, boire pas mal, hein, d'après ce que j'ai compris. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que j'ai discuté avec des jeunes qui me racontaient des trucs qui se passaient au travail, et puis des fois, je leur disais, mais dites donc, vous allez supporter ça combien de temps ? Parce que ce qu'ils me racontaient, c'était quand même pas très rigolo, quoi. Et ils me disaient, mais madame, c'est normal, c'est le travail. Et j'ai l'impression que on accepte, qu'il y a certaines personnes qui acceptent de se faire maltraiter au travail. Il y a des contraintes, il y a des impératifs, des choses comme ça. Hein, et on accepte même de se faire maltraiter au travail. Mais par contre, après, c'est l'opposé complet, quoi. C'est-à-dire que là, après, il n'y a plus de limite, il faut profiter et il faut zéro limite, quoi. Il n'y a plus de nuance, en fait. C'est c'est d'un extrême à l'autre. Voilà. Moi, ça me donne un petit peu cette impression-là, ouais. Qu'il y a une espèce de clivage entre les contraintes qu'on accepte au travail et puis après, dans la vie, on ne veut plus de contraintes, quoi. Et effectivement, un enfant, c'est pas une contrainte, c'est une responsabilité. Donc, ça induit qu'effectivement, on ne peut pas tout à fait vivre comme avant. Mais on a le droit aussi de sortir, même quand on a des enfants, et on peut sortir, même avec des enfants. Il y a des gens qui voyagent avec des enfants, qui font le tour du monde avec leurs enfants. Enfin bon, on n'arrête pas de vivre quand on a des enfants. Voilà. Et d'ailleurs, on parlait des jeunes générations. Les 18-30 ans, on dit que les 18-30 ans inventent de nouvelles formes de relations amoureuses qui sont pas vraiment ensemble ou un petit peu ensemble, que c'est sérieux et léger, que c'est romantique et réaliste. En tout cas, ils sont en couple sans vraiment être en couple. Est-ce que cette nouvelle forme de relation, elles existaient avant, ces jeunes générations-là, les 18-30 ans ? Moi, de mon temps, on parlait des couples libres. Voilà. Donc, je ne sais pas là maintenant comment ça s'appellerait, mais donc c'était des personnes qui étaient en couple, mais qui s'autorisaient à avoir une sexualité en dehors du couple. Et donc, c'était, ça avait ce nom-là des couples libres. Maintenant, ça s'est un peu démultiplié. Il y a le polyamour, le couple libre, le trouble pour couple à 3. Il y a énormément de choses. Le libertinage, il y a beaucoup de choses.
Il n'y a pas de police de l'amour, il n'y a pas de police de la sexualité. Hein, voilà, enfin, je crois qu'il faut partir de ce principe-là. À partir du moment où on est entre adultes, consentants, et que on partage l'intimité qu'on veut bien partager avec les autres, et on en revient toujours, enfin pour moi, le plus important, c'est le respect. C'est-à-dire que même des couples qui feraient des jeux un petit peu hard, des choses comme ça, le respect, c'est que dès qu'il y en a un qui dit non, j'arrête, ça s'arrête. Voilà. Hein. Parce que sinon, après, on tombe dans la perversion. Donc, à partir du moment où le respect est là, dans l'intimité entre adultes, on n'a pas de... Enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Après, il y a quand même beaucoup de monde qui n'ose pas dire, ou qui par amour ou par naissance de sentiments, n'ose pas dire non, moi ça me convient pas trop le polyamour, est-ce qu'on pourrait être exclusif? Faut trouver un terrain d'entente. Et s'il n'y en a pas de possible, faut en tirer des conclusions. Ça, mais dès un début de relation, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant tout va vite tout le temps. Je vois là sur Tinder, faut mettre tout de suite qu'est-ce qu'on recherche, etc. Mais déjà, quand on n'a pas rencontré la personne, on peut pas savoir ce qu'on recherche avec cette personne. Exactement. Mais dès le début, il faut qu'on en revient aux cases. Il faut cocher une case. Je veux du polyamour, je veux être exclusif, je veux pas être exclusif, nanani. Mais on a le droit peut-être de dire que pour l'instant, on n'en sait rien. Non? Si. Toutes les semaines, j'ai changé de case. Là, je recherche une relation sérieuse, je sais pas, je recherche à me faire des amis, parce qu'il y a ça maintenant aussi sur Tinder. Mais cette approche-là n'a jamais vraiment fonctionné. Hein. Il faut cocher une case absolument. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai ressenti de ces 2 mois là sur l'application. Non, mais 2 mois, c'est rien. Hein. Ouais. Non, mais attendez, parce que chercher, trouver un conjoint, une conjointe, etc., c'est l'affaire aussi d'une vie. Hein. Ça peut pas se faire comme ça, que ce soit dans les relations réelles ou que ce soit par l'application. Mais l'application, justement, elle va dans le même sens que la société, c'est-à-dire qu'il faut que tout aille vite. C'est ça. Hein? Après, vous dites que 2 mois, c'est rien, mais vu que là, j'y allais vraiment pour cette interview, j'allais beaucoup swiper à droite. Donc, j'avais pas de critères, entre guillemets, comme je vais pas mentir, si j'avais pas fait ça pour l'interview, il y en aurait plein que j'aurais pas swipé à droite parce qu'ils ont pas l'air de correspondre à des critères. Oui, on va pas se mentir, on a quand même tous des critères, même si on essaie de pas en avoir. Bien sûr. Mais je discutais avec ma sœur qui a trouvé son conjoint par une application. Hein. Ah bah comme quoi. Voilà. Mais elle en a trouvé un d'abord qui, finalement, au bout de quelques années, ça a marché quand même pendant quelques années, mais finalement, c'était pas la bonne personne parce qu'ils avaient fait réciproquement des efforts, en fait. D'accord, donc c'est une fausse bonne idée de faire des efforts. C'est une fausse bonne idée de faire des efforts. Une relation, elle doit être fluide tout de suite. Hein. Et faire un effort, ça peut être par exemple se maquiller alors qu'on se maquille pas. Tout à fait. Si vous vous maquillez pas, restez comme vous êtes. Hein. Parce que si vous vous mettez à vous maquiller, vous allez pêcher un homme qui aime les femmes qui se maquillent. Et puis le jour où vous en aurez marre de vous maquiller, que vous arrêterez, il va pas comprendre. Hein. Et Angéline, est-ce que vous avez fait des efforts au début ou vous étiez vraiment concentrée sur votre découverte mutuelle? Moi, je dirais qu'on n'a pas fait d'efforts. On était vraiment, que ce soit moi ou lui, tout de suite, on l'a ressenti dans ce truc une relation pour que ça marche et pour qu'on ait envie que ça marche. Comme elle disait, faut pas faire d'efforts, faut être comme on est. Et dès le début, moi, par exemple, je lui ai dit des choses que je pensais qu'il n'allait pas accepter et qu'en fait, lui allait accepter parce qu'il y a aussi ce truc de jugement, de me dire ah, mais moi, si je lui dis que je suis comme ça, lui, il va penser que derrière, il y a ça qui est affilié. Et en fait, pas du tout. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui considère que faire des efforts en couple, c'est pas, comme vous avez dit, c'est pas bon. Parce que le jour où justement on va arrêter, où on va en avoir marre, ce sera pas nous. Et de toute façon, si je fais des efforts, la personne va aimer la personne que je ne suis pas moi. Parce que il y aura pas cette notion de il sera vraiment, réellement comme je suis. Moi, je suis d'accord que la personne, par exemple, elle peut ne pas aimer quelque chose de moi. Par contre, je le changerai pas pour lui. Mais je veux bien essayer de trouver un terrain d'entente avec lui pour que cette facette-là de moi ne le dérange pas ou le dérange moins. C'est vraiment ce truc je ferai pas des efforts pour la personne parce que ça veut dire me changer et j'ai pas envie de me changer pour la personne. Mais en tout cas, essayer de trouver un terrain d'entente pour me dire ok, toi vraiment ce truc-là, ça te plaît pas, mais moi je peux pas le changer parce que j'en ai pas envie. Mais par contre, je peux essayer qu'il soit moins présent ou en trouver un terrain d'entente pour que ça gêne moins la personne. Moi, je suis d'accord que faire des efforts, pour moi, c'est compliqué en couple. Ça marche en tant qu'ami. Puis, tu l'as dit aussi, tu l'as très bien évoqué à un moment donné dans ce que tu viens de dire,
si je fais des efforts, il va tomber amoureux ou elle va tomber amoureuse de quelqu'un que je ne suis pas. Anne, peut-être que vous avez d'ailleurs une réflexion là-dessus, parce que si on tombe amoureux de quelqu'un qui fait des efforts et que tout d'un coup il n'en fait plus, on va être frustré, on va être en colère, on va être... Comment on peut être finalement dans cette relation? Je pense que surtout la personne, elle ne comprend pas. Oui, l'incompréhension. Parce qu'elle est tombée amoureuse de l'autre sur la base de ce qu'elle en a perçu au départ. Et donc, après, quand la personne, elle se dévoile telle qu'elle est réellement, il y a tromperie sur la marchandise. Enfin bon, voilà. Et la personne, elle ne comprend pas. Elle dit, mais avant, tu n'étais pas comme ça. Tu as changé. Ouais. Oui. Mais j'avais comme ça, moi j'ai une amie comme ça qui m'avait raconté une fois, une femme très indépendante, assez belle, voilà. Hein, et elle était persuadée que les hommes n'aimaient pas les femmes indépendantes. Donc, elle, dans la relation, elle faisait des efforts, donc elle était très conciliante envers les désirs, les goûts des personnes, des hommes qu'elle rencontrait. Et puis, quand elle montrait son indépendance, les hommes ne comprenaient pas, puis la relation s'arrêtait. Et donc, elle en avait conclu, ça l'a renforcée dans l'idée que les hommes n'aiment pas les femmes indépendantes. Mais non, il y a des hommes qui aiment les femmes indépendantes, qui n'ont pas envie d'avoir une femme qui est en attente tout le temps d'eux. Simplement, ce n'est pas ces hommes-là qu'elle péchait. Donc, comme quoi, en fait, il ne faut vraiment pas changer qui on est dès le début pour tomber sur les personnes qu'on a envie de pécher. Bah oui. Dans un article du Parisien, qui cite une enquête de l'IFOP de février 2018, on peut lire que les applications de rencontres ont popularisé les histoires sans lendemain et les coups d'un soir. Avec votre analyse de psychologue, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette banalisation du coup d'un soir peut être néfaste ou positif pour la construction de soi, mais aussi du couple? Sa banalisation, pour moi, elle est nocive. Bien sûr que ça peut arriver, dans une période de vie où on n'a pas envie de s'engager et que la libido est là quand même. Donc il y a des aventures d'un soir. Je préfère l'expression aventure d'un soir plutôt que le coup d'un soir. Attention que maintenant on dit aussi one shot. Oui. D'accord, c'est très poétique. Hein. Évidemment que avec l'application, les aventures sans lendemain, on va dire, elles peuvent se faire beaucoup plus facilement, puisque les rencontres se font beaucoup plus facilement, mais aussi ça banalise le fait de prendre la personne et de la jeter. Et quand une aventure d'un soir dans les rencontres réelles, c'est un petit peu ça, mais moins quand même. Enfin, il me semble que là, avec les applications de rencontres, c'est très facile, quoi. Ça permet ça légitime ça, voilà. Ça légitime le fait de ne pas se respecter, de ne pas respecter l'autre. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Avec tous ces changements-là, qu'est-ce qu'on devient et qu'est-ce que l'amour va devenir? Déjà, si on pouvait se décentrer du miroir, prendre conscience qu'on est pris là-dedans sociétalement, et peut-être individuellement aussi par un conditionnement éducatif, parce que nos parents étaient déjà pris là-dedans, donc ils nous ont aussi transmis ça. Hein. Et là, c'est du vécu. Hein. Moi, j'ai été conditionnée à ça, je m'en suis déconditionnée, j'ai plus du tout envie d'y retourner. C'est beaucoup plus confortable d'être dans ses exigences fondamentales et dans son être que d'être happé par le miroir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est donc déjà prendre conscience de ça et puis ralentir. Et ça va dans le même sens d'ailleurs, parce que du fait de ralentir, de ne pas swiper là, tout le temps, de ne pas être tout le temps à répondre de façon réactive à tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, ça permet de réfléchir, de prendre du recul, de passer de l'émotion peut-être au sentiment, hein, et de prendre conscience des émotions qu'on ressent et d'être plus dans l'élaboration d'un sentiment et de voir un peu d'où il vient. Est-ce que c'est un sentiment qu'on a envie de cultiver en nous? Est-ce que c'est un sentiment dont on a envie de se débarrasser? Et donc, pour que cet outil-là ne nous soit pas préjudiciable. On peut utiliser ces outils-là de façon non préjudiciable, hein, et Angeline en est la preuve.
C'est clair, tu es la preuve qu'on peut construire une relation saine et trouver quelqu'un en passant par des applications de rencontres ou des sites de rencontres. Tu as peut-être un petit message d'espoir à donner à plein de personnes qui sont sur ces applications, hein, finalement, de par ton témoignage. Ici. Moi, je pense qu'en ayant vécu le fait d'y aller, mais de ne pas y croire, et d'y aller, il y avait vraiment ce fait j'ai essayé plusieurs fois sur plusieurs années, et en fait, là, je pense que ce qui a marché par rapport aux autres fois, c'est que toutes les autres fois, à chaque fois que j'y allais, je me disais, mais de toute façon, ça ne marchera pas. J'y allais en me disant, mais de toute façon, c'est pas possible, ça marchera pas. Alors que cette fois-là, j'avais tellement envie de rencontrer quelqu'un que je me suis dit, mais laisse la chance à la personne que tu vas rencontrer. Et même si le premier garçon avec qui tu vas parler, ça se passe mal, bah, c'est pas grave parce qu'il y en aura d'autres. Et il faut vraiment enlever cette barrière du fait de se dire, de toute façon, si j'y vais pour me dire, de toute façon, ça ne marchera pas, forcément, ça marchera pas. Alors que si on enlève cette barrière et qu'on se dit, j'essaye et peut-être que ça marchera pas cette fois-là, mais si je réessaye plusieurs mois plus tard, ça marchera. Moi, je pense que c'est ce qui a vraiment fait pour ma part que d'enlever cette barrière, le fait de me dire, bon, c'est bon, cette fois, je laisse ma chance parce que on n'arrête pas de dire que les sites de rencontres, en effet, c'est très facile et on peut swiper et puis rencontrer des milliers et des milliers de personnes. Mais il y a aussi cette manière où moi, ça m'a aidée parce que si j'avais croisé mon copain dans la rue, ça aurait été quelqu'un forcément qui m'aurait plu, mais jamais j'aurais osé passer la barrière du réel. Et du coup, il y a aussi ce truc de l'espoir de se dire, mais en fait, le site de rencontre peut aussi permettre aux personnes un peu timides et qui ont peur de la réalité de se dire, mais moi, je veux vraiment essayer quelque chose avec cette personne-là, mais jamais je serais allée le voir dans la réalité. Et le fait que ce soit par message peut permettre d'avoir des belles relations qui se créent, alors qu'on n'y serait jamais allé dans la vie réelle. Je vous remercie toutes les deux d'être venues dans le canapé. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à toi de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pour rappel, le podcast sera en version vidéo sur YouTube, mais aussi en version audio sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et d'autres plateformes de streaming. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à suivre Microcanap sur Instagram et sur TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Microcanap!